Bonsoir à tous. La Fondation de l'Islam de France est très heureuse de vous inviter à sa 21e édition de son Université populaire digitale. Tout d'abord, avant de présenter nos intervenants, nous voulons remercier nos partenaires historiques de l'Université populaire digitale, Ouma.com, Radio France Maghreb 2 et Radio Salam pour son soutien continu. Ce soir, nous abordons un sujet crucial qui est l'avenir de l'Afghanistan. Son histoire récente nous fait penser à cette belle citation de Karl Marx. L'histoire se répète toujours deux fois, la première comme tragédie et la seconde comme farce. Et nous avons l'impression que face aux événements survenus suite à l'arrivée des talibans, que en Afghanistan, l'histoire se montre une impression encore de déjà-vu. Comment parler de ce pays qui est le fruit d'un accident de l'histoire au XVIIIe siècle, sans parler du tracé de ses frontières, de cette fameuse ligne Durand avec le Pakistan qui suscite toujours des inquiétudes entre voisins? Comment parler de ce royaume d'insolence, pour reprendre l'expression de Michael Barry, qui soulignait que dans l'histoire de l'Afghanistan, du rêve d'Alexandre jusqu'au départ des troupes soviétiques, que ce pays a toujours été un cimetière des empires, et l'histoire montre encore que l'Afghanistan, avec le départ précipité des troupes américaines, que l'assertion si longtemps débattue montre encore toute sa pertinence. Comment parler de ce pays aux multiples ethnies? Et nous sommes très heureux ce soir d'avoir Jean-Pierre Perrin, Olivier Roy, qui sont des spécialistes. L'un grand reporter qui a été longtemps une grande plume du journal Libération, et Olivier Roy, qui est un spécialiste des plus reconnus de l'Afghanistan. En témoigne, mon cher Olivier, vous en direz deux mots tout à l'heure, dans votre livre Entretien avec Jean-Louis Schlegel, vous soulignez que vous étiez un des experts les plus écoutés de la CIA pendant la guerre soviétique, entre les moudjahidines afghans et les soviétiques. Vous êtes aussi auteur d'un livre qui est devenu un classique des sciences politiques sur l'Afghanistan et la modernité politique et la question de l'islamisme. Comment pourrait-on aujourd'hui aborder le retour des talibans? Quelles sont les conséquences géopolitiques de ce retour? Que dit-il des rémanences du théologico-politique en islam? Comment les grands voisins et les grandes puissances voient-ils le retour des talibans? Peut-on dialoguer avec les talibans? C'est à l'ensemble de ces questions que nous aborderons ce soir, sans oublier évidemment la sempiternelle question qui taraude les éditorialistes. Quid du devenir de la croisade démocratique qui était l'apanage de l'idéologie des néoconservateurs? Nous aurons l'occasion ce soir d'en parler avec nos intervenants qui connaissent si bien le pays, cet Orient si compliqué que nous aurons l'occasion d'aborder ce soir. Avant de vous présenter, je laisse la parole au président de la Fondation. Merci Chihab, merci nos chers amis internautes qui nous suivent et qui attendent maintenant cette édition de l'Université populaire digitale, doivent savoir que ce que nous faisons, c'est dans une optique d'aplanir les difficultés à un moment de l'affaissement du débat intellectuel et à un moment où notre démocratie connaît un véritable malaise. Je n'ai pas envie de m'appesantir sur le contexte actuel et notre pari est celui de l'intelligence, de la compréhension, de la rationalité, d'aborder les choses d'une manière sereine, froide. La Fondation de l'Islam de France se veut toujours aussi comme un lieu de débat, un espace de confrontation des idées et un atelier du discernement. Alors pourquoi avons-nous choisi ce thème? Pour trois raisons majeures. La première, c'est ce défi permanent pour la pensée théologique islamique et cette collusion qu'il y a entre le politique et le religieux,
sont-ils à jamais imbriqués l'un dans l'autre ou y a-t-il une désintrication, ce à quoi nous œuvrons inlassablement et nous nous donnons les outils intellectuels et nous avons toujours été pour une refondation de la pensée théologique islamique afin de séparer les deux ordres. Le deuxième point, ce sont les résonances de la prise de Kaboul récente, là, le 16 août ou le 15 août dernier, par rapport à certains courants fondamentalistes, salafistes dans notre pays. Nous avons vu quelques déclarations sur les réseaux sociaux de ceux qui, curieusement, s'en réjouissent, disant qu'ils allaient appliquer la loi de Dieu, dont ils sont seuls à en être garants, et eux, c'est-à-dire les talibans, sont garants et ils sont aussi dépositaires et ils vont gouverner selon le désir politique de Dieu, selon la formule consacrée. Et le troisième point, qu'en est-il de tout ce débat? Alors j'utilise un terme qu'il faudrait peut-être expliquer lors de notre entretien, c'est un peu ce revivalisme du religieux, de l'islamisme, que ce soit dans notre pays ou de par le monde, à une période de mondialisation et de porosité sur ces questions-là, où l'élément islamique est devenu un élément présent dans les relations internationales, dans les rapports internationaux et géostratégiques. Voilà, alors à mon tour de remercier vivement le professeur Roy et c'est tout aussi un intellectuel, essayiste, reporter et universitaire Jean-Pierre Perrin. Merci de nous donner de votre temps, merci de nous éclairer. Et puis nous avons invité la vice-présidente du groupe d'amitié France-Afghanistan, la députée, et tu nous diras quelques mots si elle va nous rejoindre ou pas tout à l'heure. J'ai été trop long dans ce préambule, simplement pour dire dans quel contexte nous voulons cette édition de notre université populaire. Elle est sous forme digitale aujourd'hui, qu'on va alterner sous forme présentielle, comme le mot a été déjà adopté depuis l'apparition du coronavirus 19. Ghaleb, merci pour ce préambule. Jean-Pierre Perrin, j'avais oublié de mentionner que vous êtes auteur d'un très beau livre, Le djihad contre le rêve d'Alexandre. Et j'en profite pour simplement, dès le départ, faire un point historique, parce qu'on a du mal à situer l'histoire de l'Afghanistan. Et vous avez montré, Jean-Pierre Perrin, qu'à contrario des idées reçues, l'influence de la culture grecque, la culture hellénique, a été un élément important dans l'histoire de l'Afghanistan, avant que ce pays soit au carrefour des empires, joue un rôle très important dans l'histoire de l'Angleterre et de l'histoire de l'empire colonial, et avant d'être au cœur du grand jeu du XIXe siècle et une zone tampon pendant la période de la guerre froide. Est-ce que vous pouvez, de manière très synthétique, Jean-Pierre Perrin, nous dire pourquoi vous avez fait ce livre et nous dire votre intérêt pour l'histoire de l'Afghanistan? C'est un peu difficile parce que l'histoire de l'Afghanistan est très très complexe, beaucoup plus encore qu'on peut l'imaginer. Juste, je vais revenir déjà sur l'expression « le cimetière des empires ». Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'expression, parce que d'abord, ça sous-entendrait que la population afghane, le peuple afghan, veut que les empires viennent mourir en Afghanistan chez lui. Non, on ne lui a jamais demandé son avis, il était placé devant le fait accompli, donc il n'y peut rien. En plus, il y a des empires quand même qui sont nés en Afghanistan, donc ils n'ont pas tous failli en Afghanistan. Hein. Si on prend Babour, par exemple, qui est enterré à Kaboul, et sa tombe a miraculeusement survécu à toutes les guerres civiles. Elle est en parfait état encore aujourd'hui, enfin avec l'arrivée des talibans, je ne sais pas, mais je suppose. Donc Babour, quand même, avait, voyez, dans Kaboul et dans l'Afghanistan, qui ne s'appelait pas comme ça, bien évidemment, il voyait le cœur du monde habité. Alors le cœur du monde habité, ce n'est pas une expression négligeable parce que
personnellement, je vois aussi en Afghanistan, après Babour, mais je peux me comparer bien sûr pas à lui, un peu le cœur du monde, le cœur de l'Asie en tout cas. Pas du monde, mais le cœur de l'Asie. Donc revenons au début. Alors, de- oui, pour finir sur Babour, quand même, il est quand même à l'origine de la civilisation moghole. Il a quand même embelli Delhi. Il a beaucoup conquis, beaucoup guerroyé, mais c'est un homme de culture. C'est un homme dont les mémoires se lisent assez facilement. On peut même les trouver dans quelques librairies françaises peut-être. Et donc, il écrit des pages magnifiques sur les jardins de Kaboul, enfin, etc. Donc, vous voyez, il n'y a pas que des empires qui viennent périr en Afghanistan. Et puis, bon, Alexandre a vécu quand même, ses descendants du moins, ce qu'on appelle les rois gréco-bouddhistes, il y a d'autres expressions, mais ça a perduré quand même quelques siècles. Les archéologues ont trouvé les noms de 43 souverains bactriens donc, qui ont succédé à Alexandre à partir des pièces de monnaie. Je supposais qu'il y en a encore plus. Donc 43 souverains, c'est pas négligeable. On a parlé grec en Afghanistan pendant un bon moment, pendant plusieurs siècles, sans doute pas à la population d'ailleurs, ça reste un sujet de contentieux, mais en tout cas les rois, la cour, les princes, l'aristocratie et sans doute l'élite du pays, à part les Grecs. Ça a beaucoup intéressé de bons écrivains. Nicolas Bouvier en parle magnifiquement bien. Il a fouillé lui aussi avec la délégation française en archéologie. Donc, vous voyez, il y a tout ce qui nous rapproche de la France, finalement, tout ça aussi. Hein. La DAFA, la délégation française archéologique en Afghanistan, a fait un travail merveilleux en collaboration avec les Anglais, en comparaison pardon, avec les Afghans. Donc, c'est une belle période, cette civilisation dite du Gandhara. Jean-Pierre, Oui, pardon, je voulais pas vous couper. je suis trop long, Non, non, je voulais pas vous couper, Jean-Pierre. Je voulais voilà, qu'on accueille Madame la députée. Merci d'être avec nous ce soir pour participer à cette université populaire digitale et d'avoir répondu à notre invitation. Et comme vous le voyez, nous avons des intellectuels de renom qui sont venus évoquer l'avenir et l'histoire de l'Afghanistan. En tout cas, merci à vous d'être présente ce soir. Merci beaucoup, merci à vous de votre invitation. Il se trouve que l'Afghanistan fait partie de ma circonscription. J'ai 49 pays dans ma circonscription. Je suis moi-même établie à Singapour depuis 2005. Ça fait 16 ans que j'y suis établie. Et l'Afghanistan, jusqu'à présent, hélas, n'est un pays que je n'ai plus que survolé. Mais les circonstances dramatiques récentes ont fait que je me suis beaucoup plus intéressée, rapprochée du pays dans lequel on m'avait recommandé de ne pas y aller pour des raisons de sécurité. Et j'ai essayé, dans la mesure de mes moyens, d'aider ceux qui m'ont demandé de l'aide pour les orienter vers les bonnes structures. Et je reste extrêmement attentive à ce qui se passe. Et j'ai eu l'occasion, je continue à beaucoup parler d'Afghanistan dans mon travail quotidien. Hier, j'avais un entretien avec le chargé d'affaires de l'ambassade du Pakistan. Je pense que c'est un pays important dans ce qui se passe actuellement. Et j'avais hier matin même un rendez-vous avec le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien. Donc, deux pays, deux grands voisins de l'Afghanistan qui sont tout à fait déterminants dans ce qui se passe en ce moment, dans leur histoire d'ailleurs, et probablement dans leur avenir. Donc, à votre disposition. Alors, Madame la députée, merci en tout cas pour ces mots, parce que nous avons la chance ce soir d'avoir un grand reporter qui s'est intéressé à l'histoire de l'Afghanistan et qui a abordé les pays que vous avez cités dans son dernier livre, et évidemment Olivier Roy, qui est un intellectuel expert et qui connaît particulièrement bien cette région du monde. Et au moment où vous êtes intervenu, Jean-Pierre Perrin nous refaisait une pérégrination historique de l'histoire de l'Afghanistan. Alors Jean-Pierre, je vous redonne la parole. Non, je termine tout de suite sur Alexandre avec un petit détail, l'anecdote. Je crois que je sais pas si c'est Orwell qui disait ça, l'anecdote, c'est aussi l'histoire. Eh bien, vous savez, le fameux Pakoul du commandant Massoud, qui est le bonnet à l'origine des montagnards d'une province reculée de l'Afghanistan, le Nouristan. Eh bien, ce fameux Pakoul, vous pouvez le retrouver sur la tête de qui? Ben, sur la tête d'Alexandre. Il n'avait évidemment pas ce nom, mais sur une très belle mosaïque, notamment représentant Alexandre à la chasse au léopard, vous voyez Alexandre complètement nu, mais avec quand même sur la tête ce bonnet qui est très proche du Pakoul.
qui s'appelait, je crois, Chaosia en grec. Et donc, on peut supposer que le Pakul de Massoud et des montagnards du Nouristan, qui est devenu un peu la symbolique de la résistance afghane également, il vient d'Alexandre, tout simplement. Et quelque chose d'encore plus troublant, un des premiers décrets qu'ont pris les talibans lorsqu'ils ont pris le pouvoir, voilà ce qui nous ramène à aujourd'hui, lorsqu'ils ont pris le pouvoir en 1996, a été d'interdire le Pakul. Alors, une décision qui n'a semble-t-il pas été suivie des faits, mais il y a quand même quelque chose d'assez troublant dans cette interdiction, comme si justement les talibans voulaient, dans leur guerre qu'ils livrent au passé, qu'ils livrent à l'histoire, eh bien remontaient jusqu'à Alexandre. Mais là, évidemment, les historiens hasarderont sans doute pas aussi loin. Étant romancier, je prends ce risque. Bon, ensuite, nous avons évidemment de beaux empires aussi. L'empire couchant est un magnifique empire. Et les spécialistes disent, il a détruit, mais il a beaucoup construit, disent qu'on ne pouvait pas, dans l'empire couchant, faire la différence entre l'art couchant, ce qui relevait de la civilisation persane, la civilisation indienne, la civilisation d'Asie centrale. C'était tellement imbriqué qu'on ne savait pas ce qui revenait à l'un et à l'autre. Ensuite, pour aller très vite, nous avons la conquête musulmane avec les invasions arabes, et nous avons une résistance assez longue d'ailleurs. Le pays n'a pas été aussi facilement islamisé qu'on pourrait le croire. Il y a eu beaucoup de foyers de résistance, le Nouristan, que j'ai évoqué. Nous avons, après un épisode terrible qui va être l'invasion par Gengis Khan, le chef mongol à la tête d'une confédération de tribus mongoles, à la tête d'une confédération de tribus mongoles qui va déferler sur l'Afghanistan et qui va absolument tout anéantir. Les récits, c'est l'Apocalypse. D'ailleurs, on le surnomme le fléau d'Allah, on le surnomme le maudit. Il y a une quantité de surnoms qui aujourd'hui perdurent. Et donc, il y a eu aussi, l'émir de Ghazni, c'est pas l'émir, mais le sultan, j'oublie son titre exact, qui va lui se lancer à la conquête des Indes, qui va absolument ravager les Indes avec, je crois, une quarantaine d'expéditions, ramener des milliers et des milliers d'esclaves, puisqu'on dira même à cette époque que le cours de l'esclave, c'est effondré tellement il y avait profusion d'esclaves, dont beaucoup mouraient en route dans les montagnes de l'Hindu Kush en hiver, par exemple, ce qui pourrait expliquer le nom d'Hindu Kush, la tueuse d'Indiens. Là, il y a aussi plusieurs interprétations. Nous avons Babur, que j'ai évoqué, pour aller très vite, évidemment, et puis nous arrivons avec la fondation de l'Afghanistan moderne par un chef de tribu, Durrani, qui va donc fonder un peu ce qui va devenir l'Afghanistan. On est en 1747, je crois. Et puis son fils Timur, je crois, qui va transporter la capitale de Kandahar jusqu'à Kaboul. Déjà, ça montre déjà qu'on craint l'influence des tribus, l'omniprésence des tribus, et qu'on essaye un peu de s'en éloigner avec le déplacement de la capitale de Kandahar à Kaboul. Alors, pour toujours aller très très vite, les invasions anglaises, parce qu'elles sont marquantes. Oui, au 19e siècle. Il y a eu 3 guerres anglo-afghanes au 19e siècle. La première est la plus connue et la plus désastreuse pour l'Empire britannique, puisque l'écrasement du détachement anglais en fuite, disons, de Kaboul jusque vers l'actuel Pakistan, l'Empire des Indes à l'époque, dans les défilés des montagnes de l'Hindu Kush, va être absolument terrible, puisqu'il va coûter la mort à environ 16 600 soldats, femmes de soldats, serviteurs, enfants, tués aussi bien par les guerrilleros des montagnes que par l'hiver, qui était effroyable. Ça se passe en janvier 1840 et quelques, je crois. Et donc, ça va être un profond traumatisme pour la Grande-Bretagne. Le gouvernement va tomber, il va y avoir des répercussions ultérieures, parce qu'on pense que la grande révolte des Sipahs a eu lieu justement parce que l'Empire britannique montre qu'il n'est pas invincible, qu'il a donc été défait par quand même quelques bandes de guerrieros, c'est-à-dire
face à la puissance de l'Empire des Indes, c'est pas grand-chose. Ce qui fait rappel aujourd'hui où la plus puissante armée du monde, l'armée américaine et l'OTAN ont été défaits également par quelques 80 000 ou 100 000 combattants. Jean-Pierre, j'en profite pour poser une question à notre ami Olivier Roy. Est-ce que d'une certaine manière, le récit des Moudjahidines en 79, parce qu'on oublie de le dire, c'est qu'il y a eu une grande sympathie des intellectuels français pour les Moudjahidines, et je crois, si je ne me trompe pas, mon cher Olivier Roy, vous y étiez à ce moment-là, si j'ai bien lu le livre Entretien avec Jean-Louis Schlegel, parce que pour la petite histoire, je crois que vous étiez admissible à l'école normale supérieure, mais vous étiez, je crois, en Afghanistan, et je crois que c'est Alexandre Adler qui vous avait appelé pour savoir si vous vouliez passer justement les dernières épreuves de l'agrégation ou les épreuves de l'école normale supérieure. Mais est-ce que d'une certaine manière, tout ça pour dire qu'on a raté quelque chose après le départ des soviétiques en fait en Afghanistan pour comprendre le sort aujourd'hui tragique de ce pays? C'était en 1969 que je suis allé en Afghanistan d'autostop, juste après avoir passé les cris de l'école normale supérieure, pas en 79. Par contre, j'étais en Afghanistan en 79, oui. Mais là, je voyageais en autobus. Et bon, d'abord, il faut bien voir une chose, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Ce qui suscite la sympathie, et je dirais pas juste des intellectuels, parce qu'il y avait un soutien beaucoup plus large, beaucoup plus populaire. L'Afghanistan était très, très populaire au début des années 80. C'est la résistance aux soviétiques, hein. C'est-à-dire c'est la lutte contre l'Empire soviétique, la lutte contre le communisme, et la résistance afghane, elle est vue un petit peu dans la continuité des avancées des reculs de l'Empire soviétique, la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Éthiopie, la Somalie, etc., etc. Donc, on n'est pas du tout, si vous voulez, dans une perspective où on soutient quelqu'un qui va prendre le pouvoir à Kaboul. Ce n'était pas du tout la perspective. D'autant plus qu'à l'époque, personne ne pariait un copec sur la résistance afghane. Personne ne pensait que la résistance afghane serait capable d'expulser ou d'obliger les soviétiques à quitter l'Afghanistan. Donc, c'était à la fois, si vous voulez, un combat dans la lignée des grands combats antitotalitaires qui étaient à la mode, je dirais, dans les années 70, et un combat humanitaire, c'est-à-dire l'idée que le peuple afghan se fait massacrer et vit dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, on parlait de famine, on parlait d'envoyer des médecins, etc. C'est le moment où, après le Biafra, l'aide humanitaire a vraiment pris son essor et est devenue un élément très positif. Médecins sans frontières, aide médicale internationale, action internationale contre la faim, tout ça, leur véritable envol, si je peux dire, sur le plan médiatique, c'est la guerre d'Afghanistan. Donc à ce moment-là, la question, c'est pas l'islam, c'est pas le djihad, c'est pas ces choses-là. Le président Reagan, qui soutenait les Afghans, parlait des freedom fighters, des combattants de la liberté, pas des moudjahidines. La question du pouvoir en Afghanistan, c'est-à-dire de qui va gagner à Kaboul, s'est posée seulement après le départ des soviétiques. Alors là, évidemment, on peut se poser la question, c'est pourquoi n'a-t-on pas anticipé ce départ des soviétiques? Jusqu'en 86, il faut le dire honnêtement, on n'était pas du tout sûr que les moudjahidines allaient réussir à vraiment gagner contre les soviétiques. Le grand changement en 86, c'est l'arrivée des Stinger, c'est-à-dire de missiles antiaériens modernes, très perfectionnés, qui ont été donnés aux moudjahidines par les Américains. Et là, on a une bascule. Et là, on s'est aperçu qu'effectivement, les moudjahidines pouvaient résister, ce qui était déjà énorme. Mais tout le monde a été un peu surpris par l'annonce du départ soviétique en février 88 par Gorbatchev. La plupart, par exemple, pour très simplifier beaucoup, la droite anticommuniste pensait qu'une fois que l'ours soviétique avait mis sa patte sur un pays, il ne reculerait jamais. On parlait du rouleau compresseur, on parlait de la descente des soviétiques vers les mers chaudes, etc. Donc, c'est dans ce contexte géostratégique qu'il faut comprendre ce qui s'est passé. Et alors, à partir de 86, un certain nombre de gens, dont moi, on s'est dit, bon, les Russes vont partir. Pas forcément à la suite d'une défaite militaire, mais ils sont dans une impasse politique, ils vont partir. Donc, la question du pouvoir à Kaboul va se poser. Et là, on a commencé à tirer les sonnettes d'alarme. Je suis allé très souvent à Washington, mais je suis allé aussi dans des pays arabes, je suis allé en Arabie Saoudite, pour parler aux dirigeants.
et leur dire, bon, maintenant, il faut penser à l'après-départ des Soviétiques. Et là, si vous voulez, la réponse a été très simple. Côté américain, c'était on s'en fiche, on a gagné. On n'est pas là pour faire du state building, comme on dit, on n'est pas là pour créer tel ou tel État en Afghanistan. Nous, ce qu'on veut, c'est le départ des Soviétiques. Une fois qu'ils sont partis, c'est plus notre affaire. On laisse les Pakistanais agir. Du côté pakistanais, il y avait une stratégie très très claire qui était de mettre au pouvoir des Pashtuns fondamentalistes, pour des tas de raisons. Bon, on pourrait passer une heure à expliquer pourquoi, mais c'est leur perspective depuis le début. Il faut des Pashtuns fondamentalistes au pouvoir à Kaboul, point. Et ils sont d'une constance remarquable, les Pakistanais. Ils ont la même politique depuis plus de 40 ans. Et donc, eux, ce n'était pas la peine d'essayer de les convaincre, parce qu'ils voulaient mettre, à l'époque, c'était Gulbuddin Hekmatyar, le chef du Hezb islamique, qui était leur héros, leur cheval, et ils comptaient bien le mettre au pouvoir à Kaboul, en profitant du départ des Soviétiques, et du silence des Américains qui s'en fichaient. Côté saoudien, les Saoudiens s'entendaient bien avec les Pakistanais à l'époque. Les Saoudiens pensaient contrôler les moudjahidines afghans, ils les connaissaient tous, etc. Ils les recevaient régulièrement à Riyad ou à la Mecque. Bon. Et ils pensaient donc qu'il y aurait une transition tranquille vers un régime, bien entendu, islamique, hein, et avec la charia. Ça ne gênait ni les Saoudiens, qui avaient un régime islamique avec la charia, ni les Pakistanais, qui venaient de déclarer la charia loi de l'État après le coup d'État du général Zia. Donc, si vous voulez, du côté occidental, c'est une indifférence. Il faut savoir que la task force américaine autour de la CIA qui gérait l'Afghanistan a été dissoute le lendemain du départ des Soviétiques. Ils ont sablé le champagne et puis chacun a été attribué à un nouveau champ d'opération. Et voilà, ça s'est fait dans l'indifférence de l'Occident. Et ça a été un échec, puisque la coalition de Moudjahidines soutenue par le Pakistan n'a pas réussi à prendre la ville la plus proche du Pakistan, Jalalabad, et le régime communiste a duré 3 ans de plus. 3 ans de plus, voilà. Ce qui est un progrès, si on peut dire, remarquable par rapport à la période américaine, où le régime pro-américain a duré 3 jours de moins, hein, que le départ 15 jours de moins que le départ des Américains. Bon. Donc, les Russes avaient eu le temps de mettre en place une politique tout à fait traditionnelle de gestion, disons, tribalo-ethnico, tout ce que vous voulez, des policières du combat. Donc, ils ont gagné 3 ans, mais à la fin, le résultat est le même, sauf qu'en 92, c'est les gens du Nord, de Massoud, qui ont pris Kaboul, et qu'en 2021, ce sont les gens du Sud, les talibans. Alors, à ce sujet, Olivier, avant qu'on vienne parler des talibans et de la résonance de ce qui se passe en Afghanistan dans le débat national, juste une question de géopolitique. On a souvent accusé ces derniers jours, en fait, avec rétrospective, sans prendre en compte, sans tomber dans l'anachronisme, mais la stratégie de Brzezinski. C'est-à-dire que Brzezinski est celui qui avait conceptualisé la notion de ceinture verte. Ça veut dire que la question de l'islamisme a été le catalyseur pour démanteler les soviétiques en Afghanistan et qui est à la naissance du djihadisme transnational. C'est-à-dire que la question de 79 et la stratégie du gouvernement Carter va avoir énormément de retentissement sur la civilisation islamique, la question de l'islamisme et les événements en Afghanistan. Alors, c'est plus compliqué que ça. Quand il parle de ceinture verte, il parle de ceinture musulmane. Il ne faut pas oublier qu'on est juste après la révolution islamique en Iran. Donc, l'idée, ce n'est pas de soutenir les islamistes, puisque justement, c'est ceux qui ont pris l'ambassade américaine. L'idée, c'est de trouver un allié musulman, un écho dans la population musulmane, pour contrer à la fois la révolution islamique d'Iran et les soviétiques. Et à l'époque, les relations de soviétiques et iraniens étaient plutôt bonnes. Elles n'ont jamais été mauvaises. Il faut bien le dire. Bon. Donc, les Américains ne se sont absolument pas intéressés aux divergences idéologiques à l'intérieur de l'Afghanistan. Donc, pour l'opposition que nous, on fait maintenant entre islamistes, fondamentalistes, musulmans libéraux, etc., ils s'en fichaient complètement. Ça ne les intéressait pas. Si vous regardez, par exemple, les différentes délégations afghanes qui ont été reçues à Washington, vous avez toute la gamme. Ça va des royalistes au parti Hezb islamique Gulbuddin Hekmatyar. Alors, petit à petit, il y a eu chez les Américains un glissement de fait du côté d'Hekmatyar. Pour 2 raisons. Encore une fois, ce n'est pas l'idéologie. Pour 2 raisons. 1, parce que c'était le cheval du Pakistan, donc les Américains sous-traitaient au Pakistan, et donc, bon, regardaient avec sympathie les choix faits par les Américains.
et d'autre part parce que le chef de poste de la CIA à Islamabad, Milton Burden, faisait rapport sur rapport en disant que le Hezb islami était le plus efficace dans la lutte militaire contre les soviétiques. Ce sur quoi nous, les observateurs, disons, occidentaux, on s'est élevé en faux en disant mais c'est pas vrai. S'il y en a un qui est plus efficace dans le Nord, et évidemment c'est dans le Nord que les choses se passent, hein, c'est Massoud. Le Hezb islami ne mène jamais de bataille rangée contre les soviétiques. Jamais. Bon. Mais nous, on était des marginaux, entre guillemets, donc on ne nous a pas écoutés. Et donc, la doctrine officielle américaine, après 85, hein, en gros, Massoud, en 84 ou en 85, a fait un accord avec les soviétiques, hein, un accord local. Bon, ils ont fait une armistice. À partir de ce moment-là, il a été rayé des fiches américaines parce que c'était le traître. C'était celui qui avait négocié avec le KGB. Et le seul vrai, c'était Hekmatyar. Donc, à partir de cette date-là, les Américains ont surtout aidé Hekmatyar. Mais encore une fois, il ne faut pas avoir ça un soutien aux islamistes. Ce qu'ils cherchaient, c'était une carte musulmane affirmée, qui soit distincte évidemment des Iraniens et qui soit anticommuniste. Voilà. Ce qui permettait à la fois de marginaliser, enfin, d'essayer de marginaliser la question palestinienne, qui agitait beaucoup évidemment l'opinion publique musulmane et surtout arabe, et la question iranienne, qui radicalisait une opinion publique musulmane contre les Américains. Donc, ils cherchaient, si vous voulez, une carte musulmane qui stratégiquement soit dans leur camp. Mais il ne faut pas leur attribuer des calculs beaucoup plus sophistiqués sur la distinction entre islamisme modéré, islamisme radical, etc. Ce n'était pas leur problème. Ouais. Merci Olivier pour ce point. Est-ce que Raleb, d'une certaine manière, tu voulais ajouter Non, rien du tout. Non. Je cède mon tour et mon temps de parole à Madame la députée, et puis je réagirai par la suite. Madame la députée, comment voyez-vous, parce que récemment on a dit que la diplomatie française, si on fait un lien avec la question des talibans, que la diplomatie française a essayé de discuter avec les talibans en 2012, notamment à Chantilly, et certains observateurs soulignaient que jamais l'Europe, et notamment la diplomatie française, a considéré les talibans comme des acteurs à part entière avec qui on pouvait discuter. Et récemment, en témoigne une interview donnée par un grand diplomate de haut rang, que connaissent bien nos amis, que ce soit Raleb, Olivier et Jean-Pierre Perrin. Je pense à Lakhdar Brahimi qui a dit dans Le Monde, on en est arrivé là parce que personne n'a voulu aussi discuter avec les talibans. Alors, je ne peux pas parler pour l'exécutif, hein. Ça me sera difficile de parler au nom de la diplomatie française. Je vous permettrai d'être prudente sur ce sujet-là. D'une manière générale, ce que je peux dire, c'est que moi, je suis un petit peu contrit sur plein de sujets d'ailleurs, que d'une manière générale, les Français ne se saisissent pas de ces sujets-là et n'en comprennent pas les enjeux, qui ne comprennent pas que ce qui se passe à des milliers de kilomètres de chez nous, en fait, a un effet même dans nos vies quotidiennes. Et on l'accueil des Afghans qui ont souhaité notre protection serait certainement bien meilleur si on avait pu arriver à ça. Et malgré tout ce que vous avez souligné tout à l'heure sur la proximité et une forme de fascination qu'exerçait l'Afghanistan dans les années 60-70. Donc, tout ça est infiniment regrettable et on voit là le travail considérable qu'il y a à faire. Et quand on voit d'ailleurs le peu de travail qu'a fait le groupe d'amitié France-Afghanistan, ça illustre aussi ce manque de dialogue qui existe. Donc, avant de parler aux talibans, il faudrait déjà parler au peuple afghan. Et là, je crois qu'on en est extrêmement loin. Moi, je le regrette infiniment. Je prône dans toutes mes activités le dialogue entre les peuples et c'est bien dommage que ça ne fonctionne pas. En tout cas, j'écoute avec beaucoup d'attention ce que dit M. Olivier Roy, que j'ai souvent entendu et écouté à de nombreuses reprises et réécouté dans ses interventions dans les différents médias récemment. Je crois que c'est effectivement des plus grands spécialistes. Monsieur Perrin, pardonnez-moi, je n'ai pas eu l'occasion, je ne crois pas d'entendre vos interventions, je n'ai peut-être pas entendu les bons programmes. C'est grâce à vous que j'ai pu, je pense, tous m'intéresser beaucoup plus à l'Afghanistan et comprendre et essayer de rapporter à l'Assemblée, de faire comprendre les enjeux et pourquoi il faut continuer à parler de l'Afghanistan. Il y a un groupe auquel j'appartiens qui s'appelle SOS Afghanistan, qui est beaucoup sur l'accueil aujourd'hui. Et je crois qu'il faudra aller au-delà de ça. Et je suis très perplexe, donc je vais écouter avec attention vos propositions pour voir de quoi peut être fait l'avenir pour ce pays. Pour le moment, du côté pakistanais que j'ai rencontré, qui est quand même, Jean-Yves Le Drian l'a dit, un pompier pyromane, et du côté des Iraniens, on peut quand même trouver des enjeux convergents entre eux et nous et qui peuvent nous encourager à aller vers un dialogue qui ne veut pas dire caution, évidemment, d'un éventuel régime. En tout cas, le dialogue, je crois qu'il faudra absolument y parvenir d'une manière ou d'une autre. La diplomatie française le fera-t-elle? Moi, en tout cas, je le souhaite. Madame la députée, merci en tout cas pour vos mots. On est très heureux de vous avoir parmi nous ce soir.
Raleb, peut-être une question sur l'Afghanistan et la matrice du djihadisme et la question de l'islamisme qu'il y a eu à partir de la fin des années 70. Et est-ce que d'une certaine manière, le retour des talibans nous dit quelque chose sur les rémanences de l'islamisme aujourd'hui? Deux réactions simples. La première, ce que vient de dire Dr Genetet à juste raison, si nous pouvions nous ouvrir sur le monde, ce qui dépasse notre propre horizon hexagonal, voire ultramarin, c'est bon pour calmer les esprits, surtout dans le contexte tendu que nous connaissons. Encore une fois, c'est le rôle de la Fondation de l'Islam de France. Même ce qui nous intéresse, c'est avant tout national, mais les répercussions internationales ne sont pas sans interférer dans notre propre vie ici. Deuxième réaction, Jean-Pierre Perrin, s'il avait le temps de finir son survol historique, ne nous serions pas arrêtés uniquement à la première guerre anglo-afghane, nous aurions pu avoir les deux autres qui auront suivi, et puis comprendre qu'à un moment donné, l'Afghanistan voulait s'ouvrir, si je puis dire, à la modernité, et qu'il n'est pas inhérent, inscrit, et d'une manière définitive et irrévocable, d'être ce pays qui subit toutes les malédictions. Maintenant, la question c'est le djihadisme et l'islamisme. C'est vrai, hélas, et nous avons vu, et moi-même ai vu dans, certes, les réseaux sociaux, qui sont le magma de tous les défouloirs de haine, d'irresponsabilité, que d'aucuns s'étaient réjouis de la venue de ces talibans, qui, rappelons-le, mais je le dis sous le contrôle de nos amis ici présents, sont des étudiants. Et pour l'anecdote, c'est le Mollah Omar qui, avant même d'être Mollah, qui, dans une petite bourgade à Kandahar, ayant appris qu'un chef local a mal agi auprès de deux fillettes, a pris une trentaine de ses étudiants pour aller punir le dit chef local, et c'est comme ça que d'étudiants ils sont passés à une sorte de milice. Et si je dis des bêtises, il faudrait que ça soit corrigé par ceux qui savent mieux que moi ces questions-là. Après, l'islamisme politique et même violent et le djihadisme a pris ressort ou a trouvé résonance au moment où on a accueilli Oussama Ben Laden. Mais il y a quelque chose qui me surprend, je poserai moi-même une question cette fois-ci, c'est que Madeleine Albright disait aux talibans et à leur chef, nous sommes prêts à vous reconnaître à l'ONU comme gouvernement légitime du peuple afghan, et nous vous soutiendrons à l'ONU pour peu que vous nous livriez Oussama Ben Laden. Et il se trouve qu'on n'avait pas livré Oussama Ben Laden, et on a accepté de ne pas être reconnu par souci, dit-on, d'hospitalité, au sens de l'hospitalité poussée à l'extrême, ou des accointances ou des connivences même idéologiques sur la notion du djihad. Dernier point, c'est que, aussi étonnant que ça puisse l'être, les talibans sunnites de l'école hanafite, or c'est l'école la plus libérale des quatre connues, et alors le paradoxe c'est que c'est l'école libérale. Mais il se trouve qu'elle est matinée par une approche dite de l'école Deobandi, je ne veux pas embêter nos amis internautes qui nous suivent, et l'école Deobandi, l'école indienne, est une école hanafite certes, mais dans une approche on ne peut plus rigoriste et radicale, ce qui explique cette collusion à la fois de l'islamisme et du djihadisme sous le règne des talibans dès 1996, du siècle écoulé. Merci Raleb pour ces précisions. Et d'ailleurs, Olivier Roy, vous venez d'accorder une interview dans le 1
où vous disiez de manière très claire quel était le projet de société des talibans, et vous dites que leur modèle de société renvoie beaucoup plus à la conception tribale, patrimoniale, arabo-saoudienne, wahhabite. En fait, vous dites que leur modèle de société, c'est l'application de la loi religieuse de la charia et de la création d'un émirat islamique, mais nullement l'établissement en fait, d'un foyer djihadiste sur leur territoire, si je vous ai bien lu. Les talibans sont des étudiants en religion et en particulier, ils se destinaient à être juges religieux, à être qazi. Bon. Ce sont des spécialistes, si je peux dire, de la charia pratique, concrète. Voilà, ce sont des juges ou des étudiants juges. Ce ne sont pas des idéologues, ce ne sont pas des frères musulmans, ce ne sont pas des islamistes. Hein, l'idéologie, ils n'ont rien à faire. Donc pour eux, on prend la charia et on gouverne un pays en imposant la charia. Sur leur plan, si vous voulez, sur le plan sociologique, ils viennent des tribus pashtunes du sud, des deux grandes confédérations, mais surtout de la confédération d'Ourani, celle qui a fondé l'État afghan. Donc ils se sont investis non seulement d'une légitimité religieuse, mais d'une légitimité historique. Pour eux, l'État afghan, c'est eux. Ce sont aussi des nationalistes, il ne faut jamais oublier ça. Et puis, ils viennent des tribus, mais pas du tout des grandes familles. Hein. Les grandes familles, c'est Karzai, etc. Ils viennent des clans dominés, des petites familles, des métayers, etc. Pour la petite histoire, moi j'étais à Panjwai, le village de Molla Omar où il y a sa madrasa en 1984. Mais ils ont refusé de me recevoir et j'ai été hébergé par un petit commandant de Moudjahidine à côté. Et c'est lui qui a été tué 10 ans après par le Molla Omar, parce qu'il était devenu un bandit de grand chemin, ce qui était absolument vrai. Mais il faut savoir que ce petit commandant était un métayer de la famille de Hamid Karzai. Donc on a toute une dimension sociale également qui est très très importante là-dedans. Les talibans sont issus des milieux tribaux, mais présentent la charia comme un moyen de dépasser les segmentations et les conflits tribaux. C'est ça qui fait leur force. Leur capacité de gérer tous les micro-conflits qu'il y a dans les sociétés à la campagne, et spécialement dans les sociétés tribales. C'est leur force. Plus la légitimité islamique, plus la légitimité des Dourani, de la confédération tribale qui a pris l'Afghanistan. Donc en ce sens-là, il y a un point commun avec l'Arabie saoudite, c'est-à-dire l'alliance, dans le fond, entre une confédération tribale ou une tribu et des prédicateurs religieux. Voilà. Donc, ils ne sont pas du tout sur cette idée qu'est-ce qu'un État islamique, qu'est-ce qu'une constitution islamique. Là, ils viennent de dire qu'ils vont reprendre la constitution de 1964 dans les limites de la loi islamique. Voilà, c'est très taliban, ça. On reprend une constitution royaliste, mais on va l'assaisonner de charia. Et c'est comme ça qu'ils comptent gérer le pays. Est-ce que ça va marcher? C'est notre question. Est-ce qu'ils vont pouvoir gérer, et on le voit aujourd'hui, les nouvelles populations, en particulier les populations urbaines, les populations éduquées, les femmes éduquées, etc. Parce que maintenant, ils gèrent un pays qui n'est pas simplement la campagne tribale telle qu'elle a été maintenue, je dirais, dans une espèce d'état fixe pendant 40 années de guerre. Les villes ont changé, Kaboul a énormément changé, c'est là le défi des talibans. Mais l'idéal des talibans, c'est les pays du Golfe, effectivement. Hein. C'est la charia plus la libre entreprise. Et d'ailleurs, à ce sujet, Olivier Roy, vous aviez souligné dans cette même interview que la question des femmes va être centrale en fait dans l'avenir de l'Afghanistan. Et on a vu d'ailleurs des femmes très courageuses brader l'interdit en protestant en fait contre les talibans déjà dans les rues de Kaboul. Et d'ailleurs, vous soulignez aussi que la dangerosité qu'ont certains de nos concitoyens qui ont cru que nous étions intervenus en Afghanistan pour libérer les femmes. Et vous étiez un peu critique justement sur cette forme aussi d'instrumentalisation. Oui, enfin, c'est une très bonne idée de libérer les femmes afghanes, mais il faut bien voir qu'on n'est pas intervenu en 2001 pour libérer les femmes afghanes. On est venu en 2001 pour se faire la peau de Ben Laden, point. La situation en Afghanistan n'intéressait personne. Mais, disons, un petit peu pour populariser, motiver, encourager les gens à aider dans l'aide humanitaire, à participer à l'aide humanitaire en Afghanistan, on a mis en avant la question de la libération des femmes d'Afghanistan. Bon, un thème parfaitement légitime, mais encore une fois, ce n'est pas pour ça qu'on a fait la guerre. La preuve, c'est qu'on abandonne l'Afghanistan sans avoir libéré les femmes afghanes. Bon, on part pour d'autres questions. Du point de vue des Américains, c'est mission accomplie. Ils sont intervenus pour tuer Ben Laden, ils ont mis 10 ans à le tuer. En 2011, il est mort. Bon, là, ils ont commencé à se dire en 2011, pourquoi on reste? Qu'est-ce qu'on fait là? Et pour les talibans, je dirais, là, c'est
plus qu'une question de charia, c'est un choc culturel. Ils arrivent ce sont des jeunes qui ont toujours été élevés dans ces espèces de madrasa qui sont des pensionnats pour jeunes mollahs où on rentre très très jeune, on peut rentrer à 7-8 ans. Bon. Et en gros, ils n'ont jamais vu de femme à part leur mère, et encore. Bon. Pour eux, c'est un sujet quasiment tabou. Et ils arrivent à Kaboul, une ville qui est de 6 millions d'habitants, où après 20 ans, disons, de régime sous protection de l'OTAN, eh bien, vous avez tout un secteur qui s'est complètement libéré. Les femmes ont accès à l'université, elles ont accès aussi à l'économie, il ne faut pas l'oublier. Vous avez des femmes qui ont monté des entreprises, qui sont rentrées à l'administration, dans la haute administration aussi, des femmes médecins, etc., etc. Et là, pour eux, c'est un monde complètement à part. Ils ne savent pas comment gérer ça. La réaction du taliban de base, elle est de qu'est-ce que c'est que ça? Bon, de prendre un bâton et de dire à la femme, rentre chez toi. Les chefs ont compris que ça ne se faisait pas ou ça ne se faisait plus, parce qu'ils l'ont fait en 1996, mais que maintenant, leur crédibilité internationale était en partie liée à la manière dont ils allaient gérer la question de la femme à Kaboul. Donc, ils ont fait des promesses, hein, et maintenant, on est dans une espèce de négociation, en gros, où on est prêt à reconnaître beaucoup de choses aux talibans, et en particulier la continuation de l'aide, mais en échange de concessions sur les questions de société. Voilà, on en est là. Merci Olivier. Une question pour Jean-Pierre Perrin qui corrobore les propos du chercheur Olivier Roy. Dans votre livre, vous étiez revenu, Jean-Pierre Perrin, sur, d'une certaine manière, l'échec de la présence occidentale, en tout cas l'intervention occidentale, entre 2001 et 2021. Avant même, évidemment, le départ précipité, parce que vous étiez très critique sur l'interventionnisme et sur ses conséquences en Afghanistan. Oui, je voudrais apporter juste une petite nuance. Effectivement, il y a une dimension très nationaliste chez les talibans, en particulier les talibans de Kandahar. Mais ceux qui sont actuellement au pouvoir ne sont pas uniquement des Kandaharis. Il y a, à la différence de 1996, il y a quand même un pouvoir taliban qui est plus éclaté. Avant, nous avions la personnalité écrasante de Mollah Omar, qui faisait un peu figure de Mahdi en quelque sorte, et que tout le monde suivait, cette personnalité qui transportait avec lui tout un poids historique et en même temps qui était une sorte de sauveur de l'Afghanistan. Là, nous avons un pouvoir éclaté avec différents chefs et nous n'avons pas de personnalité qui émane, qui est au-dessus des autres. Il y a certes Haibatullah Akhundzadeh, mais on ne le voit jamais, on ne sait même pas, ce n'est pas certain à 100% qu'il soit vivant. Mais bon, le Molla Baradar qui a conduit les négociations, ben, il a eu un strapontin dans le gouvernement, alors qu'on s'attendait à un poste beaucoup plus prestigieux pour lui. Donc, voyons à la fois des talibans qui arrivent un peu de toutes les régions maintenant d'Afghanistan, pas seulement donc du sud, mais aussi de l'ouest, mais aussi du nord, mais aussi de régions où on ne soupçonnait même pas qu'il pouvait y avoir un potentiel taliban dans ces régions. Et donc, effectivement, le pouvoir taliban actuellement à Kaboul reste concentré entre les mains des Pashtuns, puisque sur 33 ministres au gouvernement, nous avons 30 Pashtuns, ce qui est considérable, aucune femme bien sûr, mais il y a quand même le poids des gens de l'Est, et notamment qui ont le ministère le plus important, c'est celui de l'intérieur. Et nous avons un certain Sirajuddin Haqqani, et moi je ne suis pas sûr que ce soit simplement un nationaliste, je le vois plutôt avec des visées disons, un peu djihadiste quand même, au-delà de l'Afghanistan, avec un regard sur l'Asie centrale. Je ne suis pas sûr qu'ils resteront cantonnés au simple Afghanistan, ils n'auront pas des visées au-delà de la Moudaria. D'abord, ce qui me fait dire ça, c'est la proximité de Haqqani avec Al-Qaïda. Il a été l'interface entre Al-Qaïda et les services secrets pakistanais. Il est l'interface entre les talibans afghans et les talibans pakistanais. Il est un petit peu sur tous les fronts. Et détail quand même curieux, mais tout a son importance en Afghanistan. On ne le voit jamais, on ne voit jamais sa photo. Il y a juste la photo de la fiche du FBI où sa tête est mise à prix encore aujourd'hui pour $10 millions. Donc lui et quelques autres
contre, moi, je leur prête des intentions quand même assez proches de celles d'Al-Qaïda. Alors, évidemment, l'histoire jugera, mais je ne les vois pas rester simplement cantonnés à la sphère afghane. Je crois que cette nuance est importante. Par ailleurs, qui est-ce qui joue sur l'échiquier afghan? Il y a les Iraniens, et les Iraniens soutiennent leurs propres talibans aussi, les talibans de l'Ouest. Alors, ils n'ont eu aussi que quelques strapontins au gouvernement. Mais tout ceci montre un pouvoir quand même beaucoup plus éclaté, beaucoup moins uni, avec des luttes entre, disons, la branche politique et la branche militaire, avec les gens du Sud, les gens de l'Est, les gens du Nord, les gens de l'Ouest. Et donc, je ne vois pas un pouvoir central. Je vois un pouvoir complètement éclaté, avec des conflits partout. Alors, effectivement, ils ont un bagage idéologique commun, vous l'avez dit, ce sont tous des déobandistes, ils sont tous du même rite, évidemment, mais au-delà, je vois l'Afghanistan parti pour une succession de conflits internes que l'on ne verra pas forcément émerger, parce que tout ceci se règle évidemment dans l'ombre. Et puis, je crois qu'il y a le pouvoir du gouvernement, c'est une chose, et il y a un pouvoir qu'on ne voit pas, c'est celui qui a peut-être le véritable pouvoir, avec Hibatullah Akhundzadeh, par exemple, dont on ne sait pas grand-chose. Merci Jean-Pierre. Olivier, vous voulez peut-être réagir à ce que vient de dire Jean-Pierre Perrin? Oui, le centre des talibans, ce sont les gens de Kandahar et les gens de Ghazni, Hibatullah Akhundzadeh et de Panjwai. Et c'est une grande famille de religieux locaux qui connaissaient très bien la famille Karzai également. Donc là aussi, on reste dans ce milieu d'Ourani, tribal d'Ourani. Comment ça se fait que cette grosse majorité tribale d'Ourani et Ghilzai ne se retrouve pas majoritaire dans le gouvernement? Eh bien, il faut savoir que la veille de la désignation du gouvernement taliban, le chef des services secrets pakistanais est arrivé de manière absolument ouverte, avec tapis rouge, tambour, trompette, etc. Et il a pris les choses en main. C'est lui qui a imposé la famille Haqqani. Parce que la famille Haqqani est très proche des services pakistanais. Depuis le début, depuis les années 80, la famille Haqqani est à cheval sur la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Et c'est elle qui fait le lien avec le Pakistan. Donc, je ne vois pas la famille Haqqani pousser Al-Qaïda si ça n'est pas dans les intérêts du Pakistan. Et là, le Pakistan joue un jeu extrêmement ambigu. Il se bat contre les talibans pakistanais tout en soutenant les talibans afghans qui sont à côté des talibans pakistanais. Bon, ça c'est la politique pakistanaise depuis le début, où on joue au bord du gouffre. Il faut savoir quand même que Ben Laden a été tué par les Américains à quelques centaines de mètres d'un état-major important de l'armée pakistanaise. Et ça serait un peu bizarre quand même que les Pakistanais ne savaient pas qu'il se trouvait là. Les relations sont très ambiguës entre le Pakistan et un certain nombre de groupes terroristes, en particulier ceux qui ont attaqué l'Inde à Bombay il y a quelques années, etc., etc. Donc là, on rentre dans le jeu complexe des services secrets pakistanais. Et je pense que tôt ou tard, on aura en Afghanistan une réaction nationaliste menée par les talibans de Kandahar, etc., contre cette ingérence pakistanaise. Bon, l'influence pakistanaise est reconnue, elle est acceptée d'une certaine manière par tout le monde, il n'y a pas le choix. Mais en même temps, quand elle va trop loin, on aura un nouveau backlash. Je crois qu'il risque d'y avoir un nouveau pays qui fera les frais d'une intervention trop marquée en Afghanistan. Olivier, merci pour ces précisions. Madame la députée, peut-être une réaction sur les nouveaux enjeux géopolitiques aujourd'hui dans le grand jeu qui est l'Afghanistan, c'est-à-dire comment aussi le groupe d'amitié, nos parlementaires voient aussi les soubresauts et les évolutions géopolitiques aujourd'hui en Afghanistan. On voit qu'il y a un jeu indien, un jeu iranien, un grand jeu pakistanais, un accord même entre la Chine et les talibans. En témoigne, je crois, si je ne me trompe pas, une chronique diplomatique de Renaud Girard, très remarquée dans le Figaro, qui soulignait justement cette approche réaliste, très kissingerienne des Chinois à l'égard des talibans. Alors, d'abord dire que lorsque j'ai rencontré le chargé d'affaires de l'ambassade du Pakistan à Paris, j'ai été frappée par son récit revisité de ce que sont les talibans. Bien entendu, le Pakistan n'a rien à voir avec la formation des talibans.
Ce sont des guerriers afghans qui sont venus au Pakistan. Cette histoire revisitée, évidemment, est frappante. Et on voit bien, il n'a pas voulu le dire. Je lui ai demandé comment allez-vous au Pakistan? Et ma question n'était pas innocente. Je voulais qu'il m'en dise un petit peu plus sur ce qui se passe en réalité au Pakistan, dont nous avons les échos aujourd'hui. Évidemment, il n'a pas voulu me répondre, il a botté en touche. Donc j'ai un peu insisté en disant, du point de vue de la sécurité, où en est le peuple pakistanais? Il n'est pas allé bien loin. Il a essayé également d'éluder. Du côté iranien, ils sont sur un discours qui est de dire nous voulons un gouvernement inclusif. Et c'était la question que je voulais poser à vos deux intervenants, M. Perrin, M. Roy. Quand je vous entends, la question que je me pose, vous avez entendu notre diplomatie française poser des conditions pour pouvoir entamer un dialogue avec les talibans, mais finalement à vous entendre. Est-ce que ces conditions sont vraiment réalistes? Parce que c'est une réaction de diplomate, mais je me demande si elles sont vraiment réalistes. Et du coup, quand d'un côté les Pakistanais nous ont appelés, pourquoi les Pakistanais nous ont fait venir, et je pense qu'il y a une diplomatie pakistanaise qui est probablement à l'œuvre, j'aimerais bien savoir, dans un certain nombre de pays européens à l'heure actuelle, avec un message qui est de dire on vous demande, vous occidentaux, de venir avec nous parler aux talibans, laissez-les s'installer maintenant que le pays est en paix. Ce à quoi j'ai répondu, lorsque l'on enferme les femmes, lorsqu'on les sépare des hommes, lorsque l'on tue ceux qui ont collaboré avec les Occidentaux, je n'appelle pas ça la paix, j'appelle ça une guerre silencieuse. Il n'a pas répondu. Il n'a pas rebondi là-dessus. Donc je me demande, la question que je voulais vous poser, c'est est-il vraiment réaliste de poser ces préconditions? Comment voyez-vous la possibilité? J'ai bien entendu qu'il y avait peut-être des leviers avec les talibans actuels, mais comment enclencher ces leviers et peut-être alors du coup comment convaincre notre diplomatie d'aller dans la direction que vous pourriez recommander? Peut-être Jean-Pierre Perrin. Oui. Un mot sur le Pakistan. Il y avait il y a quelques jours un article intéressant dans The Dawn, qui est un grand quotidien anglophone de Karachi, où l'éditorialiste disait la chose suivante: nous avons remporté une immense victoire, hein, c'est le mot qu'il employait, huge victory. Donc, dont acte. Mais il ajoutait aussitôt les défis pour le Pakistan seront encore bien plus supérieurs que ce que nous avons rapporté de cette victoire. Et il expliquait pourquoi. D'abord, la situation sanitaire en Afghanistan, la famine qui menace, d'après les chiffres des Nations Unies, 18 millions d'Afghans, ce qui est considérable. Et qu'est-ce qui va se passer? Soit les talibans ne seront pas en mesure de répondre aux attentes de la population, ils ne seront pas de toute façon, mais seront-ils capables de maîtriser les révoltes qui pourraient éclater ici et là? On n'en sait rien. Et deuxièmement, y aura-t-il un afflux de réfugiés, comme cela s'était passé durant l'occupation soviétique, de millions d'Afghans vers le Pakistan? Et ça serait le scénario cauchemar pour les Pakistanais parce que ça créerait tellement de problèmes que le Pakistan, d'après toujours les éditorialistes du Down, ne pourrait pas les surmonter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faisait remarquer justement que la victoire des talibans posait aussi un problème avec les talibans pakistanais parce qu'il y a quand même des interférences entre les uns et les autres. Donc, il développait un certain nombre de scénarios qui étaient extrêmement inquiétants. Donc le Pakistan a tout intérêt, effectivement, pour conjurer ces mauvais sorts, de demander l'aide occidentale pour éviter que l'Afghanistan verse dans le pire. Ça, c'est la diplomatie pakistanaise travaille sur ce point. Et je suis entièrement d'accord avec Olivier pour dire que le gouvernement afghan actuel a été fait au lendemain de la visite de M. Faez, le chef de l'Inter-Service Intelligence, et qu'il a donc pesé de tout son poids pour que les Haqqani accèdent à ce gouvernement et prennent des postes importants. Mais je veux dire, on est un peu dans un état schizophrène avec le Pakistan. D'une part, il encourage la violence des groupes et des talibans, et en même temps, il subit cette propre violence de la part de ses propres talibans, même si aujourd'hui ils sont un peu calmés, mais il aura fallu quand même 7 offensives de l'armée pakistanaise pour en venir à bout. Donc, je crois que le Pakistan est effectivement sur la ligne de faille. Il a intérêt à ce que nous négocions occidentaux avec les talibans, que nous venions avec notre aide humanitaire
pour éviter la catastrophe et que donc il va agir dans ce sens. Je ne le vois pas bloquer les intérêts, enfin la volonté humanitaire des Occidentaux. On le voit d'ailleurs, il encourage les journalistes occidentaux à venir en Afghanistan. Il ne leur pose pas d'obstacles. On pourrait s'attendre à ce qu'ils disent ben non, vous ne pouvez pas passer, les conditions sont dangereuses, etc. Mais non, il les laisse passer. Donc il y a ce jeu pakistanais qui pour moi n'est pas une surprise. Il veut que le régime taliban perdure évidemment, puisqu'il a tout fait pour l'avoir. Et Imran Khan a été très clair lorsqu'il était intervenu à la tribune des Nations Unies il y a quelques jours. Il a dit qu'il faut reconnaître ce régime. Il est le gage de la sécurité de la région. Si vous ne le reconnaissez pas, eh bien, il y aura des foyers terroristes. Ne disons pas qu'il a contribué évidemment à ces foyers terroristes. Merci Jean-Pierre Perrin pour ce propos. On arrive au moment où les internautes peuvent poser des questions et on les remercie de nous suivre ce soir. Avant de prendre la question des internautes, peut-être une question à Madame la députée ou à Olivier Roy ou à Jean-Pierre Perrin, parce qu'on a oublié de parler aussi quand même des conséquences géopolitiques aussi pour les États-Unis. La fin en fait de l'interventionnisme, de ce que Pierre Asner appelait le wilsonisme beauté, c'est-à-dire la question de la croisade démocratique, c'est-à-dire l'idée d'une intervention en fait dans un pays au nom des valeurs universelles. Et en fait, on voit aujourd'hui que la diplomatie américaine, depuis Barack Obama, en fait, se retire du jeu quand même moyen-oriental et préserve avant tout ses intérêts stratégiques et considère qu'ils n'ont pas à aller œuvrer à la démocratie à l'échelle du globe. Oui, les Américains ont abandonné, enfin Obama a abandonné en 2011 cette diplomatie de droit d'ingérence, de construction de l'État, d'expansion de la démocratie, etc. complètement. Trump a continué sur cette ligne-là, Biden a continué sur cette ligne-là. Donc, ce n'est pas du tout une histoire de démocrates républicains, isolationnistes, pas isolationnistes aux États-Unis. C'est maintenant une constante de la politique américaine. Et il faut voir que les États-Unis n'ont aucun intérêt stratégique en Asie centrale. Point. Voilà. Ils n'en ont jamais eu. Ils sont intervenus pour aider les Afghans pour contrer l'Union soviétique, qui était à l'époque l'ennemi stratégique mondial des États-Unis. Mais ça n'est pas du tout parce qu'ils avaient des visées dans la région. Ils n'en ont pas. La ligne de front pour eux, c'est le Pacifique. L'ennemi, c'est la Chine. Le problème, c'est l'expansion chinoise par la mer. Et donc, ils basculent, disons, sur le Pacifique. Et voilà, d'où nos histoires avec les sous-marins australiens, etc. Ils n'ont plus rien à faire de la zone pakistanaise. Point. Si je puis me permettre d'ajouter peut-être une petite chose, j'ai l'impression aussi que la notion de nation building, de construction d'un État et de valeurs que vous décrivez comme universelles pose question au-delà bien de l'Asie centrale. Il y a bien des théâtres dans le monde pour lesquels l'Occident, d'une manière générale, a beaucoup de mal à trouver la bonne voie pour même défendre la notion de valeur universelle et la notion d'universalisme, même battue en brèche. Là, récemment, il y avait un petit déjeuner organisé par l'Institut Diderot au cours duquel l'ancien ambassadeur de Russie en France, Alexandre Orlov, a expliqué avec les termes, j'avais l'impression de lire un discours de Xi Jinping ou de Lee Kuan Yew à Singapour, qui est de dire que les valeurs universelles non adaptées à la culture locale. Voilà, donc ça nous pose question, et moi comme parlementaire, ça fait 4 ans que je me pose la question de savoir comment des valeurs auxquelles je crois, que moi je pense encore pouvoir être universaliste. Je vois bien que je suis battue en brèche par des pays qui ne sont pas des petits pays, qui ne sont pas des pays que je dois balayer d'un revers de manche. Et donc, comment je fais? Alors, moi qui suis à Singapour depuis 16 ans, c'est une vraie question pour moi de savoir quel est l'objectif que l'on se fixe quand on va dans un pays tout petit, de la taille de Singapour, dans lequel il y a une forme d'Olympe, où la population n'a ni froid, ni faim, ni soif, ni mal, mais dans un régime dont le mode de fonctionnement ne correspond absolument pas aux valeurs que je défends. C'est une vraie question qui, je pense, dépasse largement l'Asie centrale. Raleb, tu voulais peut-être rajouter des... Non, un mot sur ce que d'aucuns considèrent comme 2 thèses concurrentes. La première, qui consiste à dire si nous n'allons pas défendre nos propres valeurs, certes, il y a des valeurs qui sont universalisables et pas nécessairement universelles, parce qu'on pense toujours qu'il n'est d'universel que ce qui est sous-tendu par une puissance.
militaire, économique, culturel, civilisationnel ou de quelque ordre que ce soit. Mais toujours est-il, il y a ceux qui disent que si nous ne défendons pas nos valeurs, et notamment celles de la liberté, celles de la démocratie, eh bien nous finirons par être recroquevillés et nous subirons le terrorisme ou en tout cas la déferlante de l'autocratie ou d'autres valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et à côté de cela, il y a ceux qui disent, mais si vous allez imposer la démocratie, et notamment par la force, ce qui est véritablement oxymorique, et que ça va ruiner tout attrait pour la démocratie, ce n'est pas une façon de faire. Et l'équation est de trouver comment, et Anne Genetet le dit si bien, ces valeurs auxquelles nous croyons, et parce que nous tenons à ces valeurs de liberté, d'égalité ontologique entre les êtres humains et aussi juridique et à cette démocratie, mais comment le greffon doit-il prendre? C'est à quoi nous pensons et c'est aussi l'objet de ces discussions et l'objet aussi de l'édition de ce soir. Alors, merci Raleigh pour ce propos ô combien central et important. Chers amis, nous arrivons au dernier temps de notre édition ce soir avec les questions de nos internautes. Alors évidemment, vous pouvez évidemment répondre aux questions si vous le jugez opportun et si vous avez aussi envie d'y répondre. Monsieur Lagdar Mahi pose la question suivante. Comment expliquer l'absence de sanctions à l'encontre du Pakistan qui avait abrité Ben Laden sur son territoire? Madame Zeina qui s'interroge sur comment la sphère traditionnelle religieuse wahhabi regarde aujourd'hui l'Afghanistan, et la question de Marc qui pose la question suivante sur le positionnement des autorités religieuses traditionnelles afghanes face aux événements actuels du pays. Peut-être Jean-Pierre Perrin. Je vais répondre sur le Pakistan, si vous voulez, pour commencer. Pakistan, c'est 185 millions d'habitants, quelque chose comme ça. L'Afghanistan, c'est 38 millions, 36, 38. Donc, vous voyez déjà, l'écart de population est considérable. Le Pakistan a une soixantaine, voire 80 bombes atomiques. Il a une armée qui est la plus puissante d'Asie avec celle de l'Inde. Il a un commandement extrêmement fourni, capacité militaire énorme. Et la crainte des Américains a toujours été que ce pays tombe dans les bras des islamistes, plus durs encore que ceux qui sont actuellement au pouvoir. Et donc, on ne va pas sacrifier l'Afghanistan. On ne va pas sacrifier le Pakistan pour l'Afghanistan. Je veux dire, les Américains avaient le choix entre s'attaquer au Pakistan pour gagner en Afghanistan ou ne rien faire à l'encontre du Pakistan. Ils ont choisi évidemment la deuxième version. Mais ils ont quand même, au fil des années, durci quand même leur position à l'égard du Pakistan, au moins en ce qui concerne les subventions militaires. Les subventions militaires par rapport à ce qu'elles étaient en 2000, 2001, et aujourd'hui, ça n'a plus aucun rapport. Mais ils ne sont jamais allés jusqu'aux sanctions contre des responsables, par exemple, des services secrets pakistanais qui ont joué un rôle extrêmement important. Et donc, ils n'ont jamais franchi ce pas pour ne pas justement ostraciser complètement le Pakistan dans la crainte justement que ce pays choisisse une orientation islamique encore plus dure et contraire aux intérêts occidentaux. Je voudrais juste donner un petit détail. Ce qui a gagné la guerre en Afghanistan, ce n'est pas tant le feu des talibans que les mines antipersonnelles, les mines artisanales, ce qu'on appelle les IED. Ces IED sont responsables, d'après les statistiques de l'OTAN, de 60 à 70% des pertes des Occidentaux en Afghanistan. Or, tous ces IED proviennent. Une IED, c'est un mécanisme de déclenchement de l'explosif, etc. Mais l'explosif est fabriqué à partir d'engrais pour l'agriculture, et ça provient exclusivement de deux entreprises pakistanaises, et jamais les Américains n'ont fait un forcing suffisant pour obliger
les Pakistanais à contrôler la production de ces engrais qui est responsable pourtant de 80%, de 70% de leurs pertes. Vous voyez toute l'ambiguïté du terrain de guerre afghano-pakistanais. Et pourtant, ce sont ces IED qui ont gagné la guerre. Ce sont eux qui ont fait, comme je l'ai dit, 60-70% des pertes. Donc, vous voyez la complexité de s'attaquer au Pakistan. Eh bien, le problème des IED en est l'exemple. Rien n'a été fait. Il y a eu pourtant des rapports du Congrès, il y a eu pourtant des déclarations de parlementaires en disant mais faites quelque chose, empêchez nos soldats de mourir ou d'être complètement déchiquetés par ces explosifs. Eh bien, là encore, échec de la diplomatie américaine. Merci pour cette réponse, Jean-Pierre Perrin. Peut-être, Madame la députée, vous voulez peut-être réagir à la question du Pakistan? Alors, pardonnez-moi, là, pour les 3 questions que vous avez citées, là, je confesse ne pas avoir les compétences pour être non, mais très bien, parce que je voulais nullement vous embêter par rapport aux questions. Moi, je vais laisser les spécialistes répondre et je les écouterai avec beaucoup d'attention. Sur le wahhabisme, il paraît qu'il y a une déwahhabisation maintenant en œuvre, notamment en Arabie Saoudite, à en croire ce que dit ce jeune prince héritier, et notamment lors d'une interview à la chaîne d'État le 27 avril écoulé, qui est 90% des aphorismes du prophète sont apocryphes, et il ne reste que 10%, et encore, s'ils sont en contradiction avec les versets coraniques, nous ne les appliquerons pas, ce qui est d'une approche révolutionnaire par rapport à ce qui se faisait encore il y a de cela 2 ou 3 ans. D'une part. D'autre part, j'ai cru comprendre que la réaction actuelle des rigoristes, c'est simplement d'appeler les talibans à une meilleure application de la loi de Dieu. Je ne sais pas s'il s'agit d'une concurrence ou de les laisser un peu se fourvoyer dans leur rigorisme et dans leur volonté d'appliquer la soi-disant loi de Dieu, la charia, dans sa forme la plus drastique. Et Raleb, peut-être dans le prolongement, on a Marla qui pose la question suivante. Pourquoi on n'entend pas les pays musulmans sur la question afghane? Et je trouve que la question est évidemment pertinente. Elle est pertinente. Je ne vais pas pinailler, je ne me défausse pas, je ne suis pas porte-parole de ces pays musulmans, etc. En revanche, il faudrait entendre l'organisation de la coopération islamique. Je ne sais pas ce qu'ils disent. À mon goût, leurs déclarations sont très en deçà de ce qui est requis. Il faudrait voir ce qu'a dit Mohamed Ali Issa, secrétaire général de la Ligue islamique mondiale. Il a appelé à un traitement humain et à respecter les traités et les accords déjà passés, et surtout l'éducation des jeunes gens et des jeunes filles. Ça reste, à mon goût, très convenu et très en deçà des enjeux. Maintenant, les différents gouvernements des pays dits musulmans, il y a toute une discussion sur qu'est-ce que c'est qu'un pays musulman, s'agit-il des contrées islamiques ou des sociétés musulmanes, mais admettons qu'on appelle un pays musulman un pays dont la constitution veut que l'islam soit une religion d'État, ce qui est déjà en soi problématique, parce que nous n'avons jamais vu, je ne cesse de le dire, un État qui prie, qui jeûne, qui accomplit le pèlerinage, et ce n'est pas à l'État d'avoir une coloration confessionnelle, ce sont plutôt les administrés et les citoyens. Mais donc ces pays-là, ces différents régimes, ont été très timorés, presque inaudibles, si c'était exprimé. À ma connaissance, il y avait un mutisme en l'espèce scandaleux. Si j'en juge par notre propre sondage, nous avons une majorité, sondage qu'on fait à l'occasion de notre université populaire digitale, la majorité est pour ne pas dialoguer avec les talibans, il faudrait plutôt les ostraciser. Nous écoutons, nous tenons compte
de ce que disent les internautes qui nous suivent. Alors dans le prolongement, Raleb, on a Nadia qui posait en fait cette question-là, c'est-à-dire peut-on ignorer ce régime et peut-être Madame la députée réagir, parce que notre internaute Nadia nous dit que ignorer ce régime, ça serait ignorer aussi le peuple afghan. Et je sais l'importance que vous portez. Oui, c'est un vrai débat qu'on a eu à l'Assemblée entre parlementaires. Entre ceux qui disent, compte tenu de leur comportement actuel, il est hors de question de leur parler. On ne doit pas leur parler. Puis d'autres qui disent, oui, mais si on ne leur parle pas, on va fermer les portes et derrière les portes, on ne saura plus ce qui s'y passe. Donc il faut au contraire parler. Mais quand, pour le moment, j'ai senti, en tout cas parmi les parlementaires français avec lesquels j'ai pu échanger, l'idée de pouvoir entamer un dialogue avec le régime taliban actuellement en place, un régime qui reste, ne l'oublions pas, illégitime. Il a quand même pris le pouvoir par la force et non pas par la voie des urnes, comme nous l'appellerions, nous, en Occident. Donc, il y a vraiment une réticence à aller parler à ces gens-là comme si c'était cautionner tout ce qu'ils ont fait. Donc, il y a, je dirais, un travail probablement que certains qualifieraient de pédagogique, enfin en tout cas d'explication. Moi, je suis plutôt favorable à l'idée de mettre un pied dans la porte. Il faut laisser la porte entrouverte, sinon elle se refermera et nous n'aurons plus aucune information sur ce qui s'y passe. Et tout à l'heure a été évoquée la possibilité, M. Perrin le soulignait, j'ai bien entendu, la possibilité qu'il y ait de la violence un peu partout, des formes de révolte. J'ai bien entendu ce qui a été dit tout à l'heure et donc c'est extrêmement inquiétant. Et donc il vaut mieux avoir un pied dans la porte. Et maintenant, c'est la question que je me pose, comment mettre ce pied dans la porte? Quel angle devons-nous aborder? Pouvons-nous exiger un préalable avant d'entamer ces discussions? Je vois bien le temps passer. Je me dis qu'il faut peut-être essayer de parler. Alors, le ferons-nous directement? Le ferons-nous par des médiateurs, des intermédiaires, comme le Qatar a pu le faire jusqu'à présent? Ça, je ne suis pas diplomate, je ne sais pas le dire. Personnellement, je suis partisan de pouvoir entamer un dialogue, ce qui ne veut absolument pas dire qu'on cautionne, pour pouvoir ne serait-ce que laisser nos organisations humanitaires pouvoir rentrer dans le pays, j'ai rencontré cette semaine le directeur, M. Marquis, de la délégation archéologique française, de la mission archéologique française en Afghanistan, qui a, lui, me dit-il, bon espoir de pouvoir rapidement y retourner. Donc, c'est quelque chose d'encourageant. J'espère, évidemment, dans des conditions de sécurité optimales. Moi, je suis partisan d'une forme, en tout cas, d'approche. De quelle manière, je ne sais pas le dire, plutôt que de laisser la porte se refermer. Madame la députée, merci en tout cas pour cette réponse très claire. Jean-Pierre Perrin, on a beaucoup de questions sur la question de la diplomatie avec les talibans ce soir, et notamment Pedro et Riyad qui se demandent est-ce qu'on va vers une diplomatie minimale avec ces régimes dits peu fréquentables? Oui, ça revient à la question précédente. Avec la question, faut-il rouvrir l'ambassade de France à Kaboul? Je crois qu'il faut effectivement maintenir une communication avec les talibans, c'est toujours souhaitable, pour régler un certain nombre de problèmes qui ne manqueront pas de survenir. Et, comment va-t-on faire si jamais un humanitaire commet quelque chose qui est répréhensible aux yeux des talibans et qui devient en quelque sorte leur prisonnier ou leur otage? Il va bien falloir à ce moment-là discuter avec eux. Et si on n'a aucun canal permettant de discuter avec eux, comment va-t-on le sortir de là? C'est déjà un point important, mais ça s'est passé pendant le précédent gouvernement taliban de 96 à 2001, où nous avons des gens d'une ONG qui sont devenus les prisonniers des talibans parce qu'ils avaient commis quelque chose. C'était un piercing, je m'en souviens, qui avait été filmé et diffusé. Et donc, les talibans avaient arrêté les humanitaires français. Il a fallu les sortir de là. Et s'il n'y avait pas eu de contact, de communication, de canal de communication, eh bien, je ne sais pas comment ils seraient sortis de là. Donc, mais avoir un canal de communication ne signifie pas que l'on renonce à des lignes rouges. Je crois que la notion de ligne rouge est importante. Et communication, oui, mais avec des lignes rouges, c'est un peu ce que je souhaiterais voir pour l'Afghanistan, afin effectivement de savoir ce qui s'y passe, sachant qu'on ne saura ce qui s'y passe qu'à Kaboul, parce que le reste du pays, on n'a absolument aucune information. Qu'est-ce qui se passe à Herat? Qu'est-ce qui se passe à Kandahar? Qu'est-ce qui se passe à Mazar-e-Sharif, qui sont de très grandes villes, avec des centaines de milliers d'habitants? Nous ne savons aujourd'hui rien, a fortiori dans les zones rurales.
nous pourrions avoir un chargé d'affaires, comme ça avait été le cas. Ça sera au moins le minimum de la représentation diplomatique française pour avoir absolument, vous avez raison, ce canal, ces informateurs, ces personnes, ces liens, ne serait-ce que des liens avec une partie de la population afghane et avoir des retours et comprendre comment intervenir si nous en avions besoin auprès de nos propres personnels ou de personnes et puis infuser peut-être quelques messages que nous avons à passer. C'est quand même plus facile de le faire en direct que par personne interposée. Sinon, sinon, nous aurons le Pakistan comme intermédiaire, le Qatar aussi, mais je crois que le Qatar va peu à peu être obligé de s'effacer au profit du Pakistan. La puissance militaire, c'est le Pakistan. Le Qatar a certes accueilli les négociations, certes voudrait jouer un rôle de communicant entre les talibans et les pays occidentaux, mais je crois qu'il est moins bien armé que le Pakistan. Donc, c'est le Pakistan qui a toutes les clés aujourd'hui de la communication avec les talibans. Et n'oublions pas qu'il y a des ambassades qui restent ouvertes actuellement sur place. L'ambassade de Chine, l'ambassade de Russie, le Turkménistan qui se veut neutre, le Tadjikistan, je crois. Voilà, donc eux ont des contacts, des liens. Avons-nous envie de dépendre de ces contacts-là? Je n'en suis pas certaine. Alors évidemment, la question est ouverte. Jean-Pierre Perrin, on a une question de Malika qui nous demande si le régime taliban peut-il se réformer de lui-même et voir une génération pragmatique arriver au pouvoir. Mais on peut lui dire que c'est déjà un peu le cas, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très réalistes dans les talibans, c'est-à-dire qu'il y a différentes tendances aussi au sein du régime taliban. Alors, il n'y a eu aucune réforme pendant la période où les talibans étaient au pouvoir de 96 à 2001. Les talibans de 96 et ceux de 2001, c'était les mêmes. Alors, est-ce que le régime a pu évoluer pendant ces 20 années où il était hors du pouvoir et où une partie de ses dirigeants a négocié à Doha, donc se sont un peu ouverts au monde. Mais je crois que les gens qui ont négocié à Doha n'ont pas le pouvoir actuellement, puisque Mollah Baradar est vice-premier ministre. Vice-premier ministre, ça ne veut dire rien du tout. Donc, je pense que le gouvernement en ce moment est entre les mains des durs et des très durs, et donc je ne les vois pas se réformer, je ne vois pas les pragmatiques pouvoir s'imposer demain ou même après-demain. Donc non, je dirais que je vois peu d'espoir dans dans le fait que les talibans puissent être plus pragmatiques, plus ouverts. Non, peut-être que ça se produira, mais pour le moment, on n'a pas les signes qui nous permettent de le dire. Ils avaient promis un gouvernement inclusif. L'envoyé spécial des services secrets pakistanais, le chef même de l'ISI, est venu en personne à Kaboul. C'est lui qui a débloqué la situation, comme on l'a dit, c'est lui qui a permis au gouvernement de naître, puisqu'il était paralysé par les luttes entre différentes factions, mais il n'a pas réussi à imposer le gouvernement inclusif que le Premier ministre pakistanais Imran Khan souhaitait, par exemple. Donc ça, c'est quand même un signe très, très négatif. Il avait promis aussi de l'ouvrir aux femmes. Il n'y a aucune femme. Il avait promis d'ouvrir aux minorités. Il y en a 3, mais qui n'ont absolument que des postes subalternes. Tout ça, ce ne sont pas des bons signes. Et on a 2 questions relatives à la question du terrorisme international. On a vu la présence de Daesh aussi en Afghanistan, où il y a un foyer de Daesh en Afghanistan. On a vu le bombardement à l'aéroport de Kaboul, au moment où une partie des ressortissants afghans venait sur le territoire français, européen et états-unien. Peut-on craindre en fait une résurgence en fait du terrorisme djihadiste transnational en Afghanistan? Et surtout s'il va être exporté ailleurs. Bon, l'État islamique en Afghanistan, qui s'appelle Wilayat Khorasan, contrôle effectivement quelques districts, est présent évidemment à Kaboul, puisqu'il a commis cet attentat. Mais bon, les talibans veulent l'exterminer. Donc, je crois que c'est ce qui explique pour partie le soutien relatif de l'Arabie saoudite aux talibans. Riyad compte sur les talibans pour éliminer cet État islamique en Afghanistan afin d'avoir pas
pas en subir les conséquences. Donc les talibans veilleront au grain. Mais bon, parmi les talibans, moi je reviens sur ce que je disais auparavant, où nous avons la branche Haqqani qui s'est signalée dans le passé par les pires attentats jamais commis à Kaboul. Je rappelle celui contre l'ambassade de l'Inde, téléguidé forcément par les services secrets pakistanais, l'attentat à l'ambulance piégée, au camion citerne. Tout ça sont commis par les talibans et on avait à l'époque bien du mal à savoir quels attentats provenaient de l'État islamique et quels étaient ceux qui provenaient de la branche Haqqani des talibans. Donc ce passé djihadiste, ce passé terroriste, alors il n'y a plus de raison aujourd'hui qu'il se produisent en Afghanistan, puisque les talibans sont maîtres du jeu. Vont-ils l'exporter? Je ne pense pas. Mais je pense quand même, je persiste à penser qu'il y a quand même une tendance au sein des talibans afghans de regarder vers l'Asie centrale, d'étendre l'émirat, au moins jusqu'au Tadjikistan ou l'Ouzbékistan. Et je crois que la Russie, qui s'est félicitée de la victoire des talibans, qui a œuvré d'ailleurs à la victoire des talibans en les recevant officiellement à Moscou, voire en leur donnant quelques armes, devrait s'inquiéter, et sans doute s'inquiète-t-elle déjà beaucoup, à voir les manœuvres qu'il y a pu y avoir sur la frontière entre l'Afghanistan et les pays d'Asie centrale. Merci Jean-Pierre Perrin en tout cas pour ces précisions. Madame la députée, si vous me permettez une question, peut-être que vous voulez ajouter un élément? Sur ce qui vient d'être dit sur l'Asie centrale, j'ai compris qu'actuellement, Ouzbékistan et Tadjikistan étaient quand même très inquiets et qu'ils avaient mobilisé, il y avait une forte mobilisation militaire sur leurs frontières, même si, semble-t-il, la frontière est assez perméable. Il y a encore des personnes qui peuvent, parce que souvent les vies se font de part et d'autre d'une frontière, même à ces altitudes-là, et apparemment ils sont quand même extrêmement inquiets de la situation en Afghanistan et ont plutôt tendance à se protéger pour le moment. Et le Tadjikistan, je les sais très très inquiets. Oui, d'autant plus que les talibans ont mis à la frontière avec le Tadjikistan, donc du côté afghan de la frontière, ils ont mis des chefs de groupe du mouvement de libération tadjik. Comme ça, qui font partie évidemment de la mouvance qui soutient les talibans. Donc il y a une volonté de provocation qui n'ira peut-être pas au-delà, mais on ne peut pas en être sûr non plus. Donc c'est ce qui inquiète beaucoup les Tadjiks, de voir que de l'autre côté de la Moudaria, donc ce grand fleuve qui sépare les deux pays, qui sépare tous les pays d'ailleurs, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, de l'Afghanistan, eh bien il y a des groupes d'opposition islamistes tadjiks. Ça, c'est pas non plus un très bon signe. Madame la députée, si vous me permettez, on a aussi des questions d'internautes sur la coopération culturelle France-Afghanistan et comment aussi faire connaître ce pays à l'histoire si riche, mais qui est hélas si méconnue et dont on parle malheureusement souvent de manière très tragique dans les médias. Alors déjà, comment j'ai pu moi-même m'informer et apprendre des choses? Alors d'abord, on a la chance en France d'avoir des supports radio et télévision extraordinaires, exceptionnels. France Culture a des programmes remarquables. Et dans la semaine qui ont suivi la chute de Kaboul, il y avait une série d'émissions tous les matins qui étaient extraordinaires pour comprendre l'histoire et les raisons de la chute de Kaboul et essayer de tracer quelques perspectives. Il y a aussi, il y a quelques temps, sur Arte, des documentaires en 2 ou 3 épisodes, je ne sais plus, sur l'histoire de l'Afghanistan, absolument palpitant, captivant. Je crois qu'il y avait 4 épisodes même. Vraiment, j'invite les internautes à regarder ça parce que vraiment on découvre l'Afghanistan, son histoire, et l'histoire est nécessaire pour éclairer le présent et l'avenir. Alors ensuite, en France même, il y a une communauté afghane qui n'est pas de petite taille, qui n'est pas négligeable. Moi, je n'ai pas de contact direct avec eux, j'ai eu des contacts indirects pour le moment. Les Français qui les connaissent bien, qui les soutiennent. J'ai quelques connaissances qui sont en couple binationaux français et afghans, et je crois que c'est en allant vers l'autre, en discutant. Là actuellement, je sais qu'il y a beaucoup d'associations, par exemple, qui cherchent des bénévoles pour donner des cours de français aux Afghans qui sont arrivés. Je trouve que c'est une occasion formidable, encore une fois, d'aller vers l'autre, de s'ouvrir. L'altérité est toujours une source d'enrichissement. Madame la députée, on vous remercie en tout cas pour cette réponse. Jean-Pierre Perrin, nous arrivons à la fin
de notre édition d'Université populaire digitale. Donc nous, on voulait remercier évidemment nos partenaires médias, Radio France Maghreb 2, Ouma.com, Radio Salam pour leur soutien. Aussi dire à nos internautes que nous serons à l'Institut français des civilisations musulmanes à Lyon le 14 octobre. Et on aura pour terme démocratie, citoyenneté et spiritualité. J'en profite aussi pour dire à mon ami Jean-Pierre Perrin qu'il est le bienvenu à la Fondation, ainsi que vous, Madame la députée. On serait très ravis de vous accueillir et de discuter des questions géostratégie, mais aussi politique, culturelle. Et une petite dédicace, parce que vous avez cité France Culture, Madame les députés, et j'avais entendu mon ami Jean-Pierre Perrin débattre avec Michael Barry, qui est un grand historien anthropologue de l'Afghanistan, et qui m'a donné envie de me plonger dans son livre. Et Jean-Pierre Perrin, dans ce livre, vous nous dites qu'il faut relire Nicolas Bouvier, relire les grands explorateurs pour relire l'histoire de l'Afghanistan. Et sachant qu'on a parlé des femmes afghanes, vous faites une éloge dithyrambique d'une poétesse afghane, Rabia Balkhi, qui était une femme qui aimait l'amour, qui aimait la liberté et qui était courageuse. Et je me suis dit... C'est la première poète femme en langue persane. Donc, la première femme en langue persane est afghane, même si, effectivement, à cette époque, ce n'était pas l'Afghanistan. Voilà, et juste, parce que je l'aime beaucoup, hein, ça tombe, chaque fois que je suis allé en Afghanistan et que j'ai pu y aller, et toujours à Bark, l'ancienne Bactre d'Alexandre le Grand, là où il s'est marié avec Roxane. Vous voyez, les histoires d'amour, eh bien, elles traversent les époques. Et donc, son frère ne voulait pas qu'elle se marie ou qu'elle ait des relations avec un intendant de l'émirat. Et donc, il l'a emprisonnée dans une tour. Et là, la légende ou l'histoire, ça je ne peux pas dire la différence, là elle s'est tranchée les veines et avec son sang, on voit déjà le martyre des femmes afghanes apparaître, et là avec son sang, elle a écrit des vers sur les murs de cette tour, de ce donjon où elle était emprisonnée, condamnée à mourir de faim et de soif. Elle a écrit, c'était son frère qui l'avait mis dans ce cachot, elle a écrit « Avec un cœur dur comme le tien, je suis un peu... oui, voilà, c'est ça exactement. Puisses-tu souffrir autant que j'ai souffert, puisque ton cœur aussi dur que le tien endure ce que j'ai enduré. Voilà. Je voulais le dire, vous m'avez coupé, mon cher Jean-Pierre. C'est pas très grave. Et alors ça, par contre, je peux le dire, c'est que sa tombe a été rénovée par la fondation de l'Agacan. C'est l'Agacan qui a rénové sa tombe. Et en fait, je voulais faire une éloge de cette poétesse. Et c'était pour lui rendre hommage. En tout cas, merci à vous. Et puis, je dis à nos internautes au 14 octobre. À bientôt.